Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien et je voulais profiter de cette petite intro pour vous souhaiter du courage pendant cette période d'instabilité que nous vivons aujourd'hui. Entre les médias, les missions prises par le gouvernement, les vacances annulées, je sais que ça peut être difficile parfois de garder le sourire et oui, c'est chiant. Mais parfois justement ces situations peuvent nous donner des opportunités pour sortir du quotidien et se concentrer sur l'essentiel. Moins de déplacements, la famille à la maison, ça peut nous aider à nous pousser un tout petit peu plus et à changer de perspective. Je pense qu'on devrait faire un petit peu comme les enfants qui font de tout une aventure. Et moi personnellement, j'adore faire de ces situations un petit peu étranges, des moments spéciaux. Et alors c'est un petit peu le moment où je décide de me lancer sur le projet que j'ai en tête depuis longtemps, mais que je ne peux pas lancer par manque de temps. Ou alors je vais finalement faire cette détox digitale et avancer sur la liste des livres que j'aimerais lire. Dites-vous que dans quelques années, on va se rappeler de cette époque et ça sera un meilleur souvenir si vous avez profité de cette période en faisant quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc vraiment, bon courage et plein d'ondes positives, plein de good vibes pour vous. En fait, moi j'étais censée partir en Inde pour une retraite de yoga et finalement ça a été annulé. Mais j'ai décidé de vous amener quand même en Inde grâce à mon invité aujourd'hui. J'ai rencontré Vanessa Giorgio dans le cadre de ma formation de yoga avec Mira Jamadi. Et quand on a discuté de la notion de changement, elle m'a expliqué que l'Ayurveda nous dit qu'on peut vraiment changer toute notre façon d'être grâce à notre style de vie. Vanessa est praticienne et consultante en Ayurveda, une approche thérapeutique et holistique originaire d'Inde. Et à travers une approche personnalisée et des solutions simples et concrètes, elle guide ses patients vers un meilleur équilibre entre la vie moderne et les exigences du corps et de l'esprit afin de jouir pleinement d'une vie saine et heureuse, en harmonie avec son entourage et avec la nature. Vanessa est également membre de l'AEF, l'Association des professionnels de l'Ayurveda en France. Directrice du centre Ayurveda Rinasita à Nice depuis 2011, elle propose des consultations, des soins, des ateliers de cuisine ayurvédique, des retraites de yoga Ayurveda, et elle enseigne l'Ayurveda dans le cadre des formations qualifiantes pour les professeurs de yoga. D'ailleurs, elle organise une formation d'initiation à l'Ayurveda à Nice sur 2 week-ends où elle abordera des concepts fondateurs de l'Ayurveda et elle animera un atelier de cuisine le dernier jour de la formation. Le premier week-end aura lieu le 28 et 29 mars et le deuxième le 6 et 7 juin. Elle organise d'ailleurs aussi un atelier de cuisine à Meaux le samedi 2 mai. Donc si vous souhaitez être informé des différents stages qu'elle propose, vous pouvez aller sur son site internet et lui envoyer un mail à l'adresse lavanga@free.fr que je mettrai en note de cet épisode. Et c'est donc avec un immense plaisir que je vous laisse en compagnie de Vanessa Giorgio. Changes come, no changes go. Bonjour Vanessa, Bonjour Laura. comment ça va? Écoute, ça va très bien parce que je reviens d'un long voyage en Inde et c'est toujours un moment de découverte de soi et des autres et un moment très régénérant pour le corps et pour l'esprit. Donc je viens de passer un mois dans un hôpital ayurvédique et j'ai renoué avec cette science qui m'a tellement portée dans ma vie ces 10 dernières années. Donc c'est un grand moment d'épanouissement pour moi. Écoute, je suis très contente pour toi. Et en plus, je pense que du coup, tu as plein de choses à nous dire. Je sais qu'à chaque fois que moi je sors de formation, j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Super. Avant du coup, de commencer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui tu es notre experte Ayurveda, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour nos auditeurs et parler des changements que tu as vécus dans ta vie? Alors, je m'appelle Vanessa Giorgio, je suis praticienne consultante en Ayurveda, c'est-à-dire que on pourrait appeler ça éducateur de santé en Ayurveda, c'est-à-dire que j'aide les personnes, je les accompagne justement dans la transition, dans le changement. Et l'Ayurveda a été pour moi aussi à l'origine d'un grand changement personnel et continue de l'être parce que, comme chacun sait, et c'est un point sur lequel les bouddhistes insistent énormément, la seule chose qui définit réellement la vie, c'est le changement. Et en Ayurveda, on va souvent dire que la vie est un processus dynamique. Et quand on parle par exemple, d'homéostase dans la médecine moderne, disons,
on parle d'homéostase ou d'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre dans le corps. Or, en Ayurveda, on pourrait plutôt parler d'homéodynamie, c'est-à-dire que tout change en permanence, tout est en permanence dans un état de transformation. Et c'est cela qui vraiment est la seule constante. Le changement est la seule constante. Donc, quand tu m'as parlé de ce projet que tu avais, histoire de changer, bien évidemment, l'Ayurveda vient très bien dans ce cadre-là. Ça s'inscrit très bien dans ce cadre-là. Donc, ma vie a changé entièrement depuis que j'ai découvert l'Ayurveda, que j'ai eu un coup de foudre pour l'Ayurveda pendant un voyage au Sri Lanka, il y a 12 ans. Et j'ai décidé en une seule seconde que j'allais consacrer ma vie à l'Ayurveda, étudier l'Ayurveda. J'ai pas pensé au départ que j'allais en faire mon métier. Mais après 2 ans d'études, une partie en France et dans une école européenne, on va dire, et une partie en Inde, lorsque notre maître nous a remis nos diplômes, il a dit: maintenant que vous avez cette connaissance, allez la transmettre, parce que c'est quelque chose de précieux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic en moi, et je me suis dit: c'est vrai, c'est précieux. Et quand on a quelque chose comme ça, il ne faut pas le garder pour soi. Et depuis que j'ai commencé à transmettre l'Ayurveda à mes clients, à mes amis, à mon entourage familial, surtout à mes clients, parce qu'évidemment les amis n'ont rien demandé, l'entourage familial non plus. Donc parfois les gens ne sont pas vraiment prêts pour ce genre de transformation intérieure. Mais voilà, je suis portée par ça, je suis très bien accueillie par toutes les personnes que je rencontre et qui souvent ont envie d'en savoir plus et de poursuivre. Et parfois, c'est aussi vraiment une grande satisfaction pour moi de voir que ce que je peux réveiller dans les consciences des personnes leur permet à elles aussi d'évoluer, de changer et parfois de se tourner vers l'Ayurveda ou dans d'autres cas vers un changement de vie ou un changement de profession ou un changement ou le désir, l'énergie, de retrouver l'énergie en elles pour développer leur passion, quelle qu'elle soit. Hein. Donc voilà, c'est mon histoire personnelle. Je suis chaque jour pleine de gratitude envers la vie qui m'a donné cette grâce, Ayu, donc la vie, qui m'a donné cette grâce de connaître cette science merveilleuse. Et justement, donc il y a beaucoup d'auditeurs qui sont, je pense, assez sensibles à l'Ayurveda et qui connaissent, ils savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas familiers avec cette pratique, est-ce que tu pourrais la définir, la décrire en quelques mots? Bien sûr. Alors, l'Ayurveda, c'est un mot sanskrit et c'est composé de 2 mots séparés qui sont donc Ayur et Veda. Donc, Ayur signifie la vie ou le vivant, tout ce qui comporte, tout ce que comporte la vie. Donc, on en a un petit peu parlé avant, cette transformation, cette dynamique. Et Veda, la connaissance. Donc, les Védas étaient des corps de connaissances très anciens, originaires d'Inde, qui étaient des sciences et qui étaient, l'Ayurveda est une science, les Védas étaient des corps de connaissances et qui incluaient plusieurs sciences, dont le yoga et l'Ayurveda, qui sont 2 sciences sœurs. Donc l'Ayurveda est la science qui nous permet de connaître la vie, et c'est-à-dire de nous connaître nous-mêmes afin d'être la meilleure, on va dire, la meilleure version de soi-même sur le plan de la santé physique et mentale. Donc ça demande un certain effort personnel pour changer ses habitudes ou pour adopter des habitudes qui sont bonnes pour nous. Et selon l'Ayurveda, chaque personne est différente. Donc, l'Ayurveda est quelque chose de très individualisé. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Et il en va, pour toutes les choses, c'est pareil, que ce soit l'exercice, l'alimentation, les comportements, les sports qu'on choisit, l'alimentation qu'on choisit, le travail qu'on choisit. Donc, l'Ayurveda nous invite vraiment à apprendre à nous connaître selon des principes qui sont
donc des principes ayurvédiques, afin de pouvoir faire les meilleurs choix pour nous. Voilà, donc c'est une médecine qui est à la fois préventive et curative. C'est un art de vivre, c'est une philosophie et bien sûr c'est une science puisque c'est vraiment basé sur l'observation de la nature. L'Ayurveda peut nous donner le pouvoir, la puissance qui est en nous de prendre soin de nous-mêmes et de devenir vraiment autonome. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour chacun de nous. C'est cette autonomie, révéler la force qui est en nous pour être qui nous sommes et trouver l'équilibre dans, je dirais, un contexte qui ne favorise pas vraiment l'équilibre à l'heure actuelle. Oui, et justement, je trouve que là, tu as dit un mot qui est essentiel, qui est le pouvoir. Et parfois, quand on parle de changement, je pense qu'on a beaucoup cette notion des changements qu'on subit dans la vie, de notre entourage extérieur, ou parfois on a même l'impression de subir des changements qui viennent de notre vie intérieure. Mais une des choses que j'adore dans l'Ayurveda et dans cette science, c'est que justement, ça te donne le pouvoir de changer par toi-même et donc du coup, d'aller avec c'est une sorte d'empowerment en fait pour moi. C'est exactement ça, c'est le mot empowerment, c'est vraiment ça, c'est un mot qui illustre un petit peu mieux que pouvoir. J'aime bien parler d'émancipation aussi, puisque s'émanciper de nos mauvaises, de nos croyances limitantes, de nos opinions, de tout ce qui nous enchaîne à nos conditionnements. L'émancipation, ça demande à la fois du courage, mais aussi une vision. Et l'Ayurveda nous aide nous accompagne sur ce chemin d'émancipation. Et l'émancipation, c'est un objectif à atteindre dans cette vie pour chacun de nous. Et donc voilà, je parlerai à la fois de pouvoir, c'est-à-dire que l'autonomie, c'est le pouvoir. Ne pas attendre des autres qu'ils viennent résoudre nos problèmes, mais prendre nos problèmes nos problèmes. J'aime pas tellement ce mot non plus parce que je trouve que souvent problème égale opportunité, c'est-à-dire que quand on parle de problème, on pense toujours à quelque chose qui va être très difficile ou pénible ou douloureux. Alors c'est vrai que parfois c'est difficile, pénible et douloureux, mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue et c'est en évoluant qu'on s'émancipe et que l'on devient, comme je disais tout à l'heure, la meilleure version de soi-même. Donc il faut comprendre que l'Ayurveda nous amène sur ce chemin de la santé parce que la santé est primordiale pour pouvoir justement avoir les idées claires, avoir un corps qui nous accompagne, ce véhicule qui nous accompagne et qui nous permet de vivre pleinement. Mais la santé mentale est très importante aussi. Donc l'Ayurveda nous accompagne sur ces deux points-là. Le yoga nous accompagne davantage sur le développement spirituel. Mais avant de pouvoir se développer spirituellement, il faut pouvoir avoir un corps et un esprit équilibrés. Et alors justement, donc parlons de ce corps qui est équilibré, tu l'as dit tout à l'heure, l'Ayurveda va aussi avec la nature, donc est très lié au cycle de la nature. Et aujourd'hui, on va rentrer, donc aujourd'hui on est le 15 mars pour ceux qui écoutent le jour de la diffusion du podcast, on va rentrer c'est une nouvelle saison qui s'appelle la saison du printemps, qui est, tu me corrigeras si je dis des bêtises, une saison de transition. Et donc, comment justement l'Ayurveda voit ce cycle des saisons dans la vie dans nos vies? Alors oui, effectivement, l'Ayurveda est intrinsèquement lié avec l'observation de la nature et l'observation des réactions de notre corps dans l'environnement dans lequel il se trouve, quel qu'il soit, que ce soit un environnement naturel, un environnement urbain. Et bien sûr, cela va dépendre aussi de l'âge de la personne, de son degré d'activité, si elle travaille dans un bureau ou si au contraire elle travaille au champ. Donc chaque observation va être faite en fonction de la personne et de son mode de vie.
Les saisons, bien évidemment, sont très différentes qu'on soit en France ou au Brésil ou en Mongolie ou en Inde. En Inde, il y a 6 saisons. Il y a une saison sèche, une saison humide, chaude, une saison humide plus fraîche. Enfin, il y a des différentes saisons. Donc, dans les textes classiques, évidemment, la description de ce qu'on appelle le Ritu Charya, c'est-à-dire les différentes préconisations en fonction du changement des saisons, vont être différents en fonction du climat dans lequel on se trouve. Donc là, on va parler un petit peu du climat du sud de la France, par exemple, où ce climat est un climat où les 4 saisons sont quand même assez bien marquées par rapport à d'autres climats dans les tropiques où les saisons ne sont pas si bien marquées. Effectivement, là, on arrive à la fin de la saison dite froide. Alors évidemment, ça varie beaucoup maintenant avec les changements climatiques, mais c'est une saison où on dit en Ayurveda que Kapha, qui est le dosha qui est le plus prédominant pendant la saison d'hiver, va se liquéfier. Et on va passer très doucement dans la saison qui est la saison transitionnelle, c'est-à-dire Vata. Vata représente toujours les transitions, pour aller vers la saison Pitta, qui est la saison du feu de la saison d'été. Et c'est vrai qu'on a en général au printemps des températures qui varient énormément. On passe un jour où il fait froid, un jour où il fait chaud, un jour où il y a de la pluie, un jour où c'est sec, beaucoup de vent souvent aussi. Et donc, toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire l'irrégularité, le changement, le vent, sont des caractéristiques qui sont représentées par dosha Vata. Donc, on arrive au printemps dans une saison Vata, un petit peu comme l'automne, qui est aussi une période de grande transition, mais ça va varier en fonction du lieu où on se trouve et des températures, parce qu'évidemment, Vata est plus froid. Donc, quand il va faire un peu plus chaud, on dira plus que c'est Pitta. Donc, il faut observer tout ça, savoir que c'est une période d'instabilité où le corps doit s'adapter. Et pour cela, en Ayurveda, on va toujours mettre l'accent sur ce qu'on appelle les rituels. C'est-à-dire que quand on parle de Ritu Charya, qui est donc les conduites à tenir pendant le changement des saisons, Ritu est donc le mot sanskrit. Charya, c'est conduite à tenir. Ritu est l'origine du mot rituel. Donc, dans chaque saison, on aura des rituels qui seront des rituels adaptés pour nous permettre de mieux vivre cette transition, de nous protéger. Alors, ce sont des choses qui sont au fond d'une très grande évidence. C'est-à-dire que si la température sont basses, il faut se couvrir et il faut se protéger contre les éléments. On ne va pas aller se mettre sous une pluie froide ou on ne va pas s'exposer à un vent violent en ayant la gorge découverte, par exemple. On va profiter de ce moment pour écouter son corps et voir que c'est une période où, comme je disais au départ, Kapha se liquéfie. Donc c'est une période qui est très propice au rhume et toutes les problèmes, on va dire, de ORL. Donc pendant cette période, on va surveiller ça. On va éviter de manger des choses qui sont froides, qui sont trop froides et onctueuses, comme des produits laitiers froids, comme des yaourts ou des crèmes ou des choses qui sont, on va dire, froides et onctueuses. On va plutôt favoriser les choses qui sont chauffantes, c'est-à-dire un peu de gingembre, un peu de curcuma, un peu de miel, des tisanes à base d'épices chauffantes, comme un peu de cumin, un peu de cannelle, un peu de gingembre, qu'on va adapter, bien sûr, en fonction de sa prakriti, en fonction de sa nature. Donc, ce n'est pas si évident de donner des conseils pour tous. Mais sachez que quand même, c'est une période où il faut plutôt, quand on sent que le fond de l'air est frais, il faut suivre la sagesse populaire et dire en avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà, parce que c'est une période où on peut facilement attraper des rhumes. C'est aussi une période de transition, Vata, donc où, comme il y a beaucoup de changements autour de nous, notre corps a besoin, lui, de stabilité. Donc,
une routine encore plus régulière est vraiment quelque chose qui peut beaucoup nous apporter, c'est-à-dire nous coucher toujours à peu près à la même heure, se lever aussi à peu près à la même heure, avoir une routine d'exercice régulière. Rien de tel pour booster l'immunité et avoir un bon moral. Et les deux vont ensemble. Donc, c'est une période qui, pour la plupart d'entre nous, est synonyme d'angine, de rhinite, même de grippe ou de choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est très important de ne pas manger de choses froides, de ne pas s'exposer au froid, de se reposer suffisamment, de faire de l'exercice régulièrement. Et petit à petit, on va pouvoir aller vers cette transition, vers la période de l'été, où là, on pourra beaucoup plus sortir, se coucher plus tard, manger des choses fraîches et être je dirais, dans l'ouverture dans laquelle on se trouve en été. On est en général encore plus sociable, plus dynamique. De façon plus générale, ça m'a fait penser à la formation que j'ai fait avec toi, où tu nous as dit que finalement, déjà l'Ayurveda, c'est vraiment beaucoup de sens commun, de common sense, mais aussi, on vit dans une période quand même qui est en général, au-delà des saisons, qui est très 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 dans le changement, qui est très perturbante, donc du coup qui va beaucoup, ce que tu disais, perturber Vata, la partie Vata qui est à nous, et donc la routine est d'autant plus essentielle qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est perturbant par tous les sens. Est-ce que tu pourrais nous parler très rapidement justement de ces 3 doshas et plus particulièrement de Vata qui, je pense, est particulièrement sensible au changement? Bien sûr. Alors, donc les 3 doshas sont une théorie qui est unique à l'Ayurveda et dont la plupart des gens aujourd'hui ont entendu parler. Ce sont 3 formes de prana, le prana étant l'énergie vitale qui soutient la vie, Ayu, et la vitalité. Et donc ces 3 doshas s'appellent Vata, Pitta et Kapha. Les 3 doshas existent en chacun de nous et ont des caractéristiques qui correspondent aux 5 éléments, aux Pancha Mahabhuta en sanskrit, aux 5 éléments qui constituent l'univers. Mais ça serait rentrer dans un peu trop de détails pour une question à laquelle il faut répondre assez rapidement. Donc ces 3 doshas, on va dire que ce sont des managers de toutes nos fonctions physiologiques et métaboliques et physiques et aussi psychologiques. Donc Vata va manager tous les mouvements dans notre corps. Quel que soit le mouvement, que ce soit les paupières qui clignent, le cœur qui bat, le sang qui circule, les mouvements que l'on peut faire lorsqu'on marche, lorsqu'on s'assoit, les mouvements de la pensée dans notre esprit, les mouvements de notre bouche lorsqu'on parle, tous les mouvements, y compris les impulsions nerveuses, les réponses hormonales, toutes nos fonctions anaboliques aussi. Donc, le Vata, c'est, on va dire, si on devait le dire en un mot, c'est le mouvement. Donc, ça veut dire, bien sûr, mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changement, bien sûr. Pitta, donc Vata est lié au vent dans les éléments. Pitta qui est lié au feu, et le dosha qui est en lien, en charge, on va dire, de toute la transformation dans notre corps. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est en perpétuel, tout se transforme en permanence dans chacune de nos cellules. Nos cellules naissent, vivent et puis meurent. Et donc, la transformation, bien sûr, on y pense beaucoup sur le plan digestif, c'est-à-dire qu'on mange une carotte qui est une carotte avec son identité de carotte et qui devient nous. Donc elle a été transformée en nous. Elle n'est plus une carotte, elle est nous. Elle nous a apporté ces éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'eau, ce qu'elle avait en elle, elle a nourri les éléments qu'il y avait en nous. Donc cette transformation, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est la transformation de la digestion. Or, il y a aussi la transformation dans les cellules qui se transforment. Il y a la transformation mentale aussi, c'est-à-dire que nous transformons les idées, les informations que nous recevons, nous les transformons en connaissances, en compréhension.
Donc ça, c'était aussi une fonction de Pitta, de cette transformation. Donc pensons à la transformation comme étant quelque chose d'omniprésent et de perpétuel en nous. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de vie non plus. Donc, et le troisième dosha, kapha, qui lui représente vraiment ce qui est structurel dans notre corps, c'est-à-dire vraiment ce que l'on peut toucher, on va dire, parce que le vent et le feu sont subtils, n'ont pas d'existence, on ne peut pas les prendre et les mettre quelque part. Or, le tissu musculaire, les tissus corporels, le tissu osseux, le tissu nerveux, tout ça, c'est de la matière. Donc voilà, on parle du dosha kapha. Donc, ces trois doshas coexistent en nous et sont chez chacun d'entre nous présents à des proportions différentes en fonction de notre naissance, en fonction de notre patrimoine génétique. Le dosha est déterminé, ce qu'on appelle le prakriti, est déterminé au moment de la conception. Donc ces doshas vont être plus ou moins dominants en fonction de notre prakriti, donc de notre nature à chacun, en fonction de la saison, en fonction de notre âge et en fonction de ce qui se passe autour de nous. Alors c'est vrai, comme tu le disais au départ, il y a, à l'heure actuelle, on vit dans une société, dans un monde qui est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Et ce perpétuel mouvement et changement est encouragé. On va dire que notre société de consommation, notre société, on va dire, de globalisation, nous impose un train de vie où en permanence on va changer de téléphone, on va changer de façon de s'alimenter parce qu'il y a une nouvelle mode, on va changer de façon de s'habiller parce qu'il y a une nouvelle mode, on va changer de partenaire parce qu'aujourd'hui on change facilement, on va en changer tout le temps. Et c'est pour les personnes qui sont très terre, très haut, comme les personnes kapha, ce changement sera peut-être un peu moins problématique parce qu'ils ne vont pas tellement s'y attacher. En revanche, pour des personnes qui ont déjà dans leur prakriti, dans leur nature, une dominance de ce dosha vata, vont être très affectées par ce changement et ça va beaucoup les déséquilibrer. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, comme nous vivons dans ce monde qui est terriblement orienté vers le changement, vers l'irrégularité, vers les transformations permanentes, chacun de nous peut bénéficier, que l'on soit à dominance vata, dominance pitta ou à dominance kapha, chacun de nous peut bénéficier d'un ralentissement, je dirais, d'un ralentissement qui va être la première chose avec laquelle on va essayer de contrôler vata. C'est-à-dire que vata qui nous rend nerveux, qui nous donne des insomnies, qui nous rend anxieux. La première chose pour tranquilliser vata, c'est de ralentir, de prendre un petit peu plus son temps et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de me disperser? Est-ce que j'ai vraiment besoin de posséder autant de choses? Est-ce qui vont être tous quelque chose une grande distraction, toutes ces choses nous distrait de notre essence, voilà, et de l'essentiel. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'ai peut-être un peu digressé comme d'habitude. Non, c'était parfait. Non, c'était vraiment parfait. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que quand tu parles de changement, tu parles de transition, tu parles d'évolution, tu parles de transformation. Quel est ton rapport avec cette notion de changement? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Laura, le changement et la vie, c'est le changement. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas être séparés. Chaque chose, il n'y a aucune permanence. Selon la pensée védique, la seule chose qui soit permanente, donc éternelle, c'est notre âme. C'est Atman, c'est la seule chose donc qui est réelle. Le reste est illusion puisque c'est en permanence un changement. Alors pour répondre à cette question, je pense que le changement étant inévitable, étant parfois déstabilisant et douloureux, parfois au contraire excitant et plutôt sympathique, il faut apprendre à accepter
ce changement, savoir qu'il ne peut pas exister de bonheur sans tristesse, de développement sans stagnation. Enfin, il existe des opposés pour chacune des choses. Et donc, le changement, qu'il soit agréable ou désagréable, doit être accepté en tant que tel, parce que le changement est la seule véritable constante, comme je disais. Alors, ma relation personnelle avec le changement est un peu particulière parce que j'ai remarqué que dans ma vie, j'ai 59 ans maintenant, j'ai remarqué que dans ma vie, j'avais des cycles qui duraient entre 5 et 7 ans, et que tous les 5 et 7 ans, je devais faire des grands changements. Et j'ai changé de métier à peu près, même si j'ai eu dans ma vie probablement une vingtaine de métiers différents, j'ai beaucoup changé de métier. J'ai eu les plus grands changements, on va dire que par rapport au métier que j'ai pratiqué pendant une certaine durée, c'est-à-dire 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, il y en a eu au moins 5 ou 6 comme ça. Parce que dans une de mes anciennes vies, j'ai été attachée de presse, j'ai été organisatrice de conférences, j'ai été agent immobilier, j'ai été assistante de direction dans le cinéma. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et donc, j'ai une relation avec le changement maintenant qui est apaisée. C'est-à-dire qu'autrefois, quand j'avais un grand changement, ça faisait une révolution dans ma vie, et il y avait toujours un peu d'anxiété quand je changeais quelque chose. Quand je décidais d'arrêter d'une chose pour faire quelque chose de nouveau, il y avait une certaine anxiété, parfois importante. Maintenant, j'ai appris à avoir confiance en la vie et à savoir que finalement, à chaque fois que j'ai fait un changement, j'ai jamais regardé derrière, j'ai jamais regretté le changement que j'avais fait, et que donc je peux y aller maintenant avec plus de confiance, plus d'enthousiasme, et que il faut pouvoir diriger ses énergies vers le nouveau projet que l'on a. Et quand on veut opérer un changement. Et si on conserve ces énergies-là pour avoir peur du changement, ou pour ne pas pouvoir avancer, c'est-à-dire qu'on retient le passé, ou bien on s'attache au passé, on ne va pas pouvoir déployer l'énergie suffisante pour pouvoir vraiment mettre à profit ce désir de changement. Et le désir de changement, pour moi, est quelque chose de vital, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas, on a un désir de changement. Et c'est pour ça qu'on peut considérer ça comme étant l'aspect très positif d'un mal-être, ou même d'une dépression, ou de quelque chose quand on se sent pas bien, ou qu'on est mal à l'aise dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est ça l'initiation d'un changement. C'est ce moment-là qui a l'initiation d'un changement. Et donc c'est notre esprit, peut-être notre âme, sûrement notre âme d'ailleurs, qui nous dit, voilà, cette situation ne te convient plus, maintenant, c'est le moment d'opérer un changement. Et donc, dès qu'on se sent mal, on peut dire, qu'est-ce que mon âme est en train de me dire maintenant? Est-ce qu'elle me dit, tu te sens mal et il faut que tu restes là comme ça dans cette situation parce qu'elle va passer toute seule? Non. Elle dit, tu te sens mal et alors maintenant, c'est à toi de faire le nécessaire afin de te sentir bien à nouveau. C'est incroyable et c'est incroyablement apaisant et rassurant. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et justement, c'est la parfaite transition. Pour parler de tes changements à venir, est-ce que tu voudrais partager avec nous quelques projets dans le futur? Alors oui, parce que je suis effectivement encore dans une nouvelle période de changement. Après 7 ans, cette fois-ci, je me suis consacrée à mon cabinet d'Ayurveda à Nice, dans lequel je donne dans ce cadre-là, je donne des consultations en Ayurveda, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans leur changement, que ce soit un changement sur le plan alimentaire ou le changement de leur façon de voir la vie.
Et j'ai aussi prodigué beaucoup de massages parce que le massage est un très grand outil de changement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous ramène à nous, qui nous conduit à nous sentir vibrer en nous, revivre, reprendre contact avec notre corps, avec la partie de nous qui est toujours en paix, je dirais, parce que le massage nous emmène dans un état méditatif, souvent qu'on le veuille ou non. Hein, c'est très rare que les personnes, même très agitées, ne soient pas apaisées par un massage. Et le massage a énormément de propriétés, bien sûr, sur le plan physique. Tout le monde les connaît. On va stimuler la circulation sanguine, on va adoucir, enfin nourrir la peau, on va agir sur les systèmes nerveux, sur le système lymphatique, sur le système circulatoire. Mais aussi, le massage va changer l'image que l'on a de son corps. Et c'est souvent la première chose qui peut motiver les personnes à vouloir faire d'autres changements, c'est-à-dire changer leur façon de manger ou changer. Et donc j'ai décidé, presque à regret, après 7 ans, bien que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut jamais regretter, d'arrêter le massage pour me consacrer davantage à la formation, aux ateliers de cuisine. J'ai l'intention d'écrire un livre de cuisine ayurvédique qui sera vraiment le fruit de mon amour de la cuisine et depuis toujours. Et autrefois, je cuisinais une cuisine plus traditionnelle, plus traditionnelle. Maintenant, c'est depuis 10 ans, donc une cuisine végétarienne ayurvédique. J'ai l'intention aussi d'animer des stages, des formations, des retraites, et cela un petit peu partout en France. Donc, je vais utiliser l'énergie que j'utilisais autrefois pour les massages. Maintenant, je vais transitionner cette énergie pour l'utiliser pour d'autres objectifs. Bah, écoute, c'est super. Moi, en tout cas, j'ai hâte de lire ce livre. Et je mettrai de toute façon en note de l'épisode toutes les informations pour que les gens puissent te contacter si jamais ils sont intéressés par les stages et les formations que tu donneras, les ateliers. Moi, en tout cas, j'ai fait une formation avec toi et c'était incroyable. Ça a complètement changé ma façon de voir beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Et du coup, on va passer à la dernière question. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une seule chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais ? Alors, j'aimerais changer les consciences, si j'avais une baguette magique, parce que je pense que techniquement c'est possible. C'est-à-dire que l'ayant vécu moi-même, ayant eu comme on dirait en anglais, shift in consciousness, on dit que la conscience voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Il faut une fraction de seconde pour changer de conscience. Il se pourrait même que la personne qui soit la plus bornée, la plus limitée, la plus conditionnée du monde puisse en une seconde avoir ce shift in consciousness et qui pourrait lui faire comprendre que les êtres humains ont besoin de vivre ensemble et de croître ensemble, de s'entraider, de se soutenir, de se révéler chacun tel qu'il est et pas de se faire la guerre et d'essayer que les grands poissons mangent les petits poissons et que les êtres humains s'exploitent les uns les autres. Donc, je rêve de ce changement de conscience, je le sens frémir en ce moment, je le sens de plus en plus. Et malheureusement, pas chez les personnes qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses, on va dire rapidement, parce que je crois qu'il faudrait que ce soit rapide maintenant, c'est-à-dire les politiques. C'est très difficile pour eux, ce changement de conscience. Mais dans mon entourage, dans toutes les personnes que je rencontre qui pratiquent le yoga, qui pratiquent l'ayurveda ou ce type d'outils de développement personnel, on sent très nettement vraiment
un changement, une transition de conscience et un désir de changer. Et comme disait Gandhi, il a dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde et déjà commencer par là, c'est vrai que c'est très bien. C'est un très joli mot pour la fin. Donc, merci beaucoup, Vanessa. Avec plaisir, Laura, c'était un grand plaisir pour moi. Et j'espère que tous les auditeurs de la podcast seront encouragés de lire des livres sur l'Ayurveda, d'aller voir un praticien près de chez eux. Je peux dire aussi qu'il y a une association qui regroupe les professionnels de l'Ayurveda en France qui s'appelle D'accord. Ayurveda en France, non, ayurvedaenfrance.org. Sur lequel vous pouvez voir toutes les personnes qui sont affiliées à cette association et donc pour pouvoir rencontrer, voir les stages, voir les formations et rencontrer des praticiens qui sont dans votre région. Super. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci Laura. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Your horizons in all directions.